Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse de débrief du trade de Porzingis, de Kirtsap, le laiton échangé des Knicks vers Dallas. Alors tout de suite je vous dis stop, je vous dis il va falloir se calmer. Non, c'est pas possible, on peut pas avoir toutes les semaines ou tous les 2 jours ou presque tous les jours un blockbuster trade ou une watch bomb qui nous annonce qu'une superstar de la ligue veut quitter son club actuel ou qu'un blockbuster trade est monté. Non, c'est pas possible, on va pas réussir à suivre les mecs. Moi je suis tout seul, ok, j'ai un job qui me prend beaucoup de temps à côté, j'ai pas une armée d'assistants, non, ça va pas. Donc on se calme, on temporise, on y va mollo en plus. On fait des analyses intersaison sur les équipes, on essaye de se projeter, on essaye de se dire qu'on pourra faire le bilan de nos prévisions dans 1 an, et tout ça tombe à l'eau parce que tout est remodelé. Donc stop, on se calme, on prend nos marques, et on essaye de temporiser. Bon, on va parler de ce trade, vous l'avez compris, on va parler de ce trade. Petite parenthèse, tiens, je vous avais fait une vidéo d'analyse intersaison sur les Mavs. Et au terme de cette vidéo, j'avais fait un petit jeu de pronostic, ou un petit jeu de projection. Je vous avais dit les Mavs, ils finiront 16e, 17e attaque. Juste avant ce trade, ils étaient 19e, et à peu près 16e défense. Et juste avant ce trade, ils étaient 13e défense. Et je vous avais dit, ils vont gagner à peu près 35 matchs. Et là, si vous faites un prorata sur le nombre de matchs joués, et que vous étendez à 82, il serait entre 36 et 37 victoires, et je vous avais dit ils vont gagner 35 matchs. Donc, je m'étais pas trop planté, mais bref, ok, c'est la fin de l'auto-promo, de l'auto-satisfaction. Intéressons-nous à ce blockbuster trade. Alors vous avez suivi ça. C'est un véritable chassé-croisé digne des autoroutes du sud de la France entre la fin juillet et le début août, puisque du côté des Knicks, on envoie Porzi, on envoie Courtney Lee, on envoie Hardaway Jr., on envoie Trey Burke, direction Dallas. Et Dallas, dans l'autre sens, ils envoient Smith Jr., Wesley Matthews, DeAndre Jordan. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, c'est très intéressant pour les Knicks. Ils envoient 2 premiers tours de draft qui, au plus tôt, peuvent être des tours de draft 2021 ou 2023. Il y a des jeux de protection, notamment sur le tour 2019. Si le tour 2019 est envoyé à Atlanta, ça décale, enfin bref, voilà. Mais en gros, il y a aussi 2 premiers tours de draft dans le package pour Porzi. Alors, côté Knicks, première chose qui m'est venue en tête, côté Knicks, on est encore quelque part en train de défaire les quelques restes, les quelques ruines qu'avait tenté de construire Phil Jackson à New York, puisque Porzi, c'est le choix de Phil Jackson, un petit peu envers et contre tous, souvenez-vous, à la draft. Eh bien, Porzi, ça y est, c'est fini, l'histoire d'amour new-yorkaise est terminée. Courtney Lee, pareil, qui avait été signé sous l'ère Jackson, c'est fini. Donc, première chose qui me vient en tête côté Knicks, on est encore dans une nouvelle démarche, on est encore dans une reconstruction, de la reconstruction, on est encore sur le reset du reset. Donc c'est le goût amer, d'une absence totale de vision à moyen terme, de direction, que on est en train systématiquement d'improviser ou de faire des réactions à chaud. Donc l'histoire de la NBA nous a montré, même s'il y a plein de contre-exemples, qu'en général les équipes qui s'inscrivent dans la durée, qui se projettent à moyen terme, sont celles qui ont le plus de succès. Et on a bien compris que côté Knicks, on n'y est pas, mais au demeurant, ce mouvement, on y reviendra après, est intéressant. Mais c'est un énorme coup de poker. Pourquoi je vous dis c'est intéressant ? Parce que très clairement, les Knicks partent du principe que, ok, Porzingis ne croit plus en nous, on croit plus en lui, le mariage de raison ou d'amour fou, de passion en tout cas est cassé, c'est la rupture, c'est le divorce. Donc avant de nous retrouver dans une situation où on peut peut-être le perdre contre rien si on parvient pas à signer une prolongation, et s'il choisit la qualifying offer, une 5e année et devient agent libre de restreint, on le perd contre rien. Est-ce qu'on ne tenterait pas quelque chose avant ça ? Sachant que les Knicks, ils ont de grosses ambitions à l'intersaison prochaine, donc à l'été 2019. Grosses ambitions
pour, d'un côté, avoir le meilleur rookie possible, et le meilleur rookie possible aux yeux des Knicks, il s'appelle Zion Williamson. Hein. Le premier choix de la future draft, on le connaît déjà, il n'y a aucun suspense là-dessus, et évidemment que les Knicks et toutes les équipes un peu en mode tanking ne rêvent que d'une chose, c'est de le drafter. Et à côté de cette draft d'un super rookie, ou en tout cas d'un rookie annoncé comme ayant un énorme potentiel et pouvant être immédiatement impactant, eh bien, du côté des Knicks, on est dans l'espoir. On est dans l'espoir, avec l'énorme quantité d'argent qu'on a en banque, de signer un super free agent. Donc, on renforce quelque part encore cette stratégie côté Knicks en maximisant le tanking et en dégraissant encore davantage pour avoir encore plus d'argent en banque, pour pouvoir éventuellement encore plus recruter agressivement à l'été prochain, puisque vous avez dû voir ce chiffre un petit peu circuler, je vais vous montrer après qu'il faut nuancer un petit peu, mais les Knicks, là, présentement, attaquent l'intersaison prochaine, s'ils renoncent à tous les joueurs en fin de contrat, ils attaquent l'intersaison prochaine avec potentiellement un petit peu plus de 70 millions de dollars en banque. Donc avec 70 millions de dollars en banque, vous pouvez offrir 2 contrats max. Vous pouvez offrir 2 contrats max, un contrat max à un vétéran 35% du cap et un contrat max à un semi-vétéran, si vous voulez, à 30% du cap, un joueur qui a moins de 10 ans d'expérience. Donc, vous pouvez faire quelque chose de magnifique. Maintenant, attention, parce que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux cette affirmation que New York c'est un gros marché, c'est très attractif, ça recrute plein de gros free agents. La dernière fois que les Knicks avaient de l'argent en banque, il y avait du monde à recruter. C'était à l'été 2016. Eh bien, avec le capital qu'ils avaient en banque, qui était très important proportionnellement à l'époque, ils pouvaient avoir des gros free agents. Ils ont pris Joakim Noah, on a vu ce que ça a donné, et ils ont pris Courtney Lee. Donc, ok. Et le dernier gros free agent qui a signé aux Knicks, c'était Amar'e Stoudemire, ça date de 2010. Donc, les théories New York, attention, ils ont de l'argent, ils sont ultra agressifs, c'est un gros marché. Ça fait un bail que ce gros marché ultra agressif n'a pas signé un vrai gros free agent. Mais vous me direz, on est peut-être en fin d'un cycle, il va peut-être se passer à nouveau quelque chose. Ok, parenthèse refermée. Alors, ce qui a été intéressant, c'est pour ça que je vous dis quelque part, même si ce trade apparaît encore comme une énième tentative de refaire quelque chose, la situation avant le trade côté Knicks, c'était on attaque l'intersaison 2019, donc l'été prochain, avec à peu près 27 millions de dollars en banque. Donc, les Knicks, qui voulaient par exemple signer Kevin Durant, ils n'avaient pas l'enveloppe pour le faire. Donc, on était quelque part pas en flexibilité max, on n'était pas en open cap max pour avoir des vraiment gros free agents à l'intersaison. Et très clairement, le projet Knicks ne s'en sont jamais cachés. C'est là, en tant qu'on a un super rookie et avec de l'argent, on essaye de recruter un bon free agent. Dans la version Knicks post-trade, eh bien, on a DeAndre Jordan qui arrive en fin de contrat, Enes Kanter qui sera vraisemblablement échangé avant la trade deadline, donc quoi qu'il arrive, il ne pèsera plus dans les finances de New York. Matthews est en fin de contrat. Lance Thomas, il n'est pas en fin de contrat, mais il lui reste une année partiellement garantie à hauteur seulement de 1 million. Les Knicks n'activeront pas son année suivante à 7 millions, donc il ne pèsera qu'à hauteur de 1 million, c'est ce que vous voyez ici, c'est les 1 million garantis la saison prochaine. On garde pas Ezonia, évidemment Ron Baker a été coupé, son salaire dégage des finances, Moody n'est pas gardé, il reste plus quelque part que Nilikina, que Smith Jr., que Kevin Knox, les rookies, et Mitchell Robinson, encore un rookie. Donc il reste plus que les très jeunes joueurs, il reste le dead cap de Joakim Noah, et à côté de tout ça, eh bien, vous avez une enveloppe absolument colossale pour recruter. Comptez en plus le salaire du premier tour de draft des Knicks de la saison prochaine, qui s'il est haut classé, c'est quand même 8-9 millions, donc ça, c'est pas anecdotique, on va y arriver. Et vous vous retrouvez finalement avec une enveloppe, c'est ce que vous avez ici en petit, d'à peu près 70 millions. Et avec 70 millions, eh bien, vous pouvez proposer un contrat max à Kevin Durant et un contrat max à Kyrie Irving.
Et effectivement, New York peut se placer dans un scénario, et ça c'est le scénario de rêve, c'est le scénario idyllique, où les Knicks, ils ont Zion Williamson, premier choix de la draft 2019. Ils récupèrent Kyrie Irving et Kevin Durant en free agent à l'intersaison, et on a un truc complètement improbable avec Irving, Williamson, Durant. Et là, les Knicks, effectivement, dans une conférence Est un petit peu moins compétitive que l'Ouest, d'entrée de jeu, même s'il y a encore pas mal de trous à boucher, ils peuvent commencer à jouer des coudes. Alors, il y a aussi d'un autre côté la cohabitation Dennis Smith-Ntilikina. Alors Smith va aimer avoir le ballon en main, Ntilikina moins, mais c'est quand même pas une paire, c'est pas un backcourt dans lequel il y a une énorme complémentarité. Aucun des deux ne peut vraiment sanctionner avec efficacité de loin. Si les Knicks, évidemment, font les yeux doux à Irving, qu'advient-il de ces deux-là? Donc je ne serais pas surpris de voir les Knicks, pourquoi pas conserver Smith Jr., mais éventuellement se dire Ntilikina, c'était peut-être pas le joueur qu'il nous fallait, il colle pas dans le dispositif, et le voir encore être échangé, même si Steve Mills annonce à qui veut l'entendre qu'il a l'intention de compter sur Ntilikina et Smith, que les deux vont être associés. Il y a une forme de complémentarité entre les deux, mais le fait que les deux soient relativement inefficaces en attaque, ça me paraît compromettre quelque chose à moyen terme avec ces deux-là ensemble, même si à très court terme, dans une démarche où les Knicks veulent perdre le plus de matchs possible pour espérer avoir le premier choix de la prochaine draft, il y a une forme de cohérence. Et puis à côté de ça, les Knicks, ils ont tout leur tour de draft pour les 5-6 prochaines années à venir, et les deux de Dallas qui vont venir se greffer comme je vous le disais, à partir de 2021, si le tour des Mavs 2019, qui devait normalement être envoyé aux Hawks, est bien envoyé aux Hawks, la protection n'est pas activée, etc. Donc, les Knicks, quelque part, ils sont pas mal. Ils ont énormément de flexibilité, ils sont engagés à rien, et ils peuvent voir venir tranquille. Donc, quelque part, il y a un double coup de poker. Côté Knicks. On fait table rase du process, l'espèce de process qui était mis en place. Porzingis est notre franchise player. On vient greffer à ses côtés un très haut tour de draft Ntilikina. On vient greffer un troisième assez haut tour de draft Kevin Knox. Et puis on fait un process. À la Sixers où on développe ces jeunes joueurs. À côté de ça, on a du cap. Et bam, on chope 1, 2, 3 vétérans de qualité. Et on a remonté une équipe compétitive. Le process Knicks, c'est fini. Il n'existe déjà plus. On est maintenant sur un double coup de poker avec un nouveau process. C'est on tente de choper Williamson à l'été et on tente de choper des free agents calibre XXXL à l'été. Double coup de poker parce que ni l'un ni l'autre ne sont garantis. Donc les Knicks, ils sont présentement devant un carrefour où il y a deux chemins qui partent chacun d'un côté très différent l'un de l'autre. C'est soit les Knicks vont réaliser l'été miraculeux, ça va être Wonderful Summer à New York, et tout va bien se passer pour eux, et ils vont avoir Williamson, ils vont avoir pourquoi pas Irving et Durant, ou deux autres free agents de top qualité, et dès 2019-2020 ils ont une équipe super compétitive. Soit ils dégringolent à la draft et ils se retrouvent avec un joueur beaucoup moins fort qu'espéré, et personne ne veut signer chez eux. Et ils se retrouvent encore à tanker, et vas-y, on va encore tanker 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de revenir compétitif. Donc c'est très intéressant, là c'est vraiment tout ou rien à l'été prochain pour les Knicks. Petite parenthèse, je suis convaincu à 99% que DeAndre Jordan et Wesley Matthews vont bénéficier d'un buyout. Les Knicks vont dire, on n'a aucun projet pour vous, il vous reste que votre année en cours sur votre contrat, on vous rachète votre contrat et vous signez où vous voulez. Et ça, c'est un move anecdotique pour les Knicks, parce que les Knicks, ils n'ont aucun intérêt à récupérer des vétérans qui vont leur faire éventuellement gagner un peu de match. C'est pas dans le process. Donc, ils ont tout intérêt à faire un buyout à ces deux joueurs-là, et ces deux joueurs-là signent ailleurs. Et attention, un DeAndre Jordan peut être une super pioche. Un DeAndre Jordan qui signe au salaire minimum aux Celtics, ça peut être une super pioche.
Un DeAndre Jordan qui signe à Houston, pourquoi pas, avec Capella un peu blessé, ou même un Wesley Matthews qui rejoint une équipe qui peut jouer les coudes, ça peut être une super pioche. Donc il faudra suivre ça de près, quasi sûr qu'ils vont bénéficier d'un buyout, mais ces vétérans-là, ajoutés dans une équipe calibre contender, ça peut être à suivre. Petite parenthèse également refermée. De l'autre côté, côté Mavericks, du côté des canassons de Dallas. Alors, quand les canassons récupèrent la licorne, il y a une cohérence. Donc, tout va bien. Et bien, côté Mavs, on fait tapis sur Porzingis. On fait clairement tapis sur Porzingis. Et au demeurant, toujours pour revenir très rapidement sur les Knicks, c'est quand même quelque part triste qu'une équipe qui arrive à récupérer un joueur du calibre de Porzingis, qui, outre les blessures, a quand même montré qu'il était un joueur impactant, qu'il était un joueur qui pouvait peser sur les résultats d'une équipe, qu'il était un joueur à potentiel. C'est quand même triste, et ça en dit long quelque part sur cette franchise de New York. C'est triste qu'il n'ait pas réussi à convaincre un Porzi, qui, je pense, n'est pas un mauvais bourg et qui ne demande qu'à gagner des matchs, qu'il n'ait pas réussi à le convaincre que ce qu'ils étaient en train de mettre en place était le bon process et allait dans le bon sens. Donc le fait qu'il n'arrive pas à s'entendre là-dessus avec un joueur du calibre de Porzi que plein d'équipes auraient aimé drafter, ça en dit long peut-être sur ce qui doit se dire dans les couloirs de cette équipe de New York et d'une manière générale le regard que doivent avoir les joueurs sur l'encadrement des Knicks. Du côté des Mavs, on s'est dit, attendez, New York, vous voulez pas de Porzi, nous on le veut. Nous, il nous intéresse. Un joueur de ce calibre-là, on va pas cracher dessus. Alors pour ce faire, les Mavericks, ils ont dû débourser. Les Knicks ont vendu assez cher quelque part Porzi. Ils ont dû débourser parce qu'ils ont dû lâcher 2 tours de draft. Et ils en avaient déjà lâché en 2019. Donc on va sacrifier vraiment un futur à moyen terme avec les tours de draft côté Mavericks. On est obligé de récupérer les contrats plus ou moins toxiques de Courtney Lee et de Hardaway Jr. Donc, certes, Porzi, super joueur, mais on l'a payé, on a dû payer, on a dû raquer pour se voir l'obtenir. Mais d'un autre côté, quelle a été la démarche de Dallas et de Mark Cuban ? Les Mavericks étaient programmés quelque part pour attaquer l'intersaison et l'été 2019 avec de la flexibilité, avec beaucoup d'argent en banque pour aller recruter un top free agent. Un top free agent qu'on serait venu greffer aux côtés de Doncic, aux côtés de Barnes, aux côtés de Dennis Smith Jr. Évidemment, le futur, il n'y a pas si longtemps que ça, le futur des Mavs, c'était Luka et Smith Jr. On passe sur un autre schéma, mais voilà, c'était ça le projet. On développe les jeunes, on a quelques vétérans autour d'eux, et à côté de ça, on a de l'argent pour recruter un top free agent. Les Mavericks, ils n'avaient pas en projet de garder DeAndre Jordan. Il allait être laissé partant à l'été. Ils n'avaient pas en projet de garder Matthews. Il allait être laissé partant à l'été. Et quelque part, les laisser partir contre rien ou les envoyer aux Knicks, c'était plus ou moins la même chose. Donc, les Mavericks se sont dit, quelque part, on n'aurait pas pu avoir Porzingis à la free agency parce que c'était un agent libre restreint. Les Knicks auraient pu s'aligner sur n'importe quelle offre et ils ne l'auraient pas laissé partir contre rien. Donc, pourquoi ne pas lâcher ces joueurs-là maintenant pour avoir un Porzi qu'on n'aurait de toute façon pas pu avoir à l'été et qui est un joueur super impactant qui nous intéresse. D'autant que les 4 de grande taille européens qui aiment jouer loin du cercle, on connaît un petit peu à Dallas, on aime bien. Donc, pourquoi pas. Après, évidemment, il y a la récupération des contrats de Lee et de Hardaway Jr. On va voir que ça décale en fait d'une année la flexibilité côté Mavericks, mais quelque part, c'est provoquer un petit peu le destin, provoquer un petit peu précipitamment l'intersaison 2019, l'été 2019, et avoir dès aujourd'hui, dès maintenant, ce free agent de qualité qu'on espérait récupérer à l'été 2019. Donc c'est intéressant parce que ils allaient quasiment attaquer l'été à presque 60 millions en banque. Ces Mavs, donc ils pouvaient proposer du contrat max. Les Mavs
qui se retrouvent dans une projection de la saison prochaine avec Harrison Barnes qui va vraisemblablement activer son option joueur à 25 millions, il ne va pas cracher dessus. Hardaway Jr. qui sera toujours en année de contrat, Courtney Lee aussi, Doncic qui sera dans la continuité de son contrat rookie, et puis après on a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat, mais aux côtés de tout ça, on se retrouve finalement avec des Mavericks qui se retrouvent à l'été 2019 avec $0 en banque, donc zéro capacité de recruter, en partant du principe que une prolongation de contrat va être offerte à Porzingis. Parce que le souhait maintenant des Mavericks, c'est de voir Porzingis prolonger sur 4 ou 5 années. Pourquoi pas au contrat max rookie, 25% du cap, comme ça le deal est scellé et Porzingis est sécurisé dans la durée, il est un Mavs pour les 4-5 prochaines années, sauf coup de théâtre. Donc dans cette optique-là, on a des Mavs qui effectivement n'ont plus aucune flexibilité salariale, que ce soit là dans l'immédiat ou à l'été 2019. Là où je vous dis, cette démarche-là crée un décalage, c'est qu'on va se retrouver finalement à devoir attendre l'été 2020, quand Harrison Barnes va arriver en fin de contrat et quand Courtney Lee va arriver en fin de contrat, il va falloir attendre l'été 2020 pour se retrouver du côté de Dallas avec à peu près $40 millions en flexibilité pour recruter. Donc à l'été 2020, en capacité d'aller recruter un free agent de qualité pour, aux côtés de Doncic, Porzingis et Hardaway Jr., avoir encore un joueur majeur, encore un joueur impactant. Donc, on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied avec des contrats toxiques qui vont plomber les finances pendant 3-4 saisons côté Mavs. On est juste en train de décaler notre capacité de recruter de l'été 2019 à l'été 2020. Donc, ça reste, pour moi, sur le plan sportif et business, ça reste intéressant. Ça reste tout à fait intéressant. Par contre, il faut que ce noyau dur de jeunes joueurs s'entende et il faut que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, on n'a pas de tour de draft pour rentrer en mode tanking et espérer se reconstruire à nouveau en interne. Je dis on n'a pas de tour de draft, on a quand même le tour de draft 2020. Sauf, toujours la même chose, on a le tour de draft 2020 si on a envoyé le 2019 du côté des Hawks. Parce que si la protection est activée sur le 2019, tout est décalé d'un an. Donc le 2020 se retrouve à devoir être envoyé à Atlanta. Et le 2020 pourrait être intéressant parce que c'est la saison prochaine. Et si la saison prochaine, côté Mavs, on est encore dans une petite saison de transition, on gagne 25-30 matchs, on sera bien content d'avoir un lottery pick à la clé. Donc les Mavs ont intérêt à ce que leur 2019 soit envoyé du côté des Hawks et à ce que le 2020 leur appartienne encore. Un petit peu compliqué toutes ces histoires de pics, mais il faut avoir ça en tête. Donc, on part du côté de Dallas sur une ossature autour de Doncic, playmaker, créateur, finisseur, vraiment le joueur polyvalent par excellence. À ses côtés, Hardaway et Barnes dans les ailes pour apporter du scoring, et au milieu, en tour de contrôle, vous mettez Porzingis. Donc, c'est un quatuor, c'est une ossature qui est cohérente et qu'on peut très bien imaginer en se projetant un petit peu, voir cohabiter ensemble. Il faudra qu'Hardaway fasse un petit peu évoluer son jeu, il aura beaucoup moins de tickets tir qu'Onyx, en tout cas beaucoup moins la balle en main pour exister sur les pull-ups comme il le fait à New York, mais dans le jeu de Dallas, dans le jeu préconisé par Rick Carlisle où le ballon est assez vivant, où il y a pas mal de mouvements, un joueur comme Hardaway peut s'éclater comme un Wes Matthews s'éclatait, ou comme un Barnes quelque part, est intéressant. D'autant que vous avez autour d'un Porzi qui peut être un point d'ancrage à mid-post ou au poste haut, ou un Doncic qui est en création au-delà de la ligne à 3 points. Vous avez quand même des joueurs avec Hardaway, avec Portis, c'est Doncic qui est en playmaking, et avec Harrison Barnes. Vous avez des joueurs qui, voyez, au-delà de la ligne à 3 points, peuvent sanctionner en efficacité. Donc, dans une équipe des Mavs qui aime tirer à 3 points, qui aime jouer assez vite,
qui aime accélérer, tirer en première intention, vous avez quelque chose qui peut tout à fait marcher, avec en plus un Portzy qui, dans une config small ball, est plus ou moins le seul intérieur. Donc ça peut vraiment être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Les qualités défensives vont sans doute en prendre un coup, parce que Portzy, il fait des contres, il est sur des highlights, mais c'est pas un tank, hein, il n'a pas le gabarit pour bouger tout le monde dans la raquette, et très souvent quand les Knicks jouaient en config small ball avec Portzy en seul intérieur, il se faisait enfoncer dedans et il se faisait dégager au rebond. Donc les Mavs vont sans doute prendre un petit coup en défense, mais l'attaque peut vraiment être tout à fait intéressant. Donc le bilan de ce blockbuster trade, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui changent de club. On a du côté des Knicks un énième process. On est encore rentré dans quelque chose d'autre après toutes ces années où on essayait d'installer une nouvelle démarche. On est face à un incroyable kit double. On en parlait un petit peu plus tôt, un incroyable kit double où les Knicks peuvent, en faisant une intersaison miracle, dès 2019-2020, dès la saison prochaine, devenir une équipe super compétitive à l'Est, ou à contrario, ils peuvent passer complètement à côté. Ils peuvent passer complètement à côté, drafter les mauvais joueurs, signer des contrats toxiques à des joueurs qu'ils espéraient voir impactants et qui s'avèrent être des déchets, à l'image un petit peu des Lakers en 2016. Souvenez-vous, les Lakers en 2016, ils avaient plein d'argent en banque, ils devaient faire des miracles, et avec leur cagnotte, ils signent Liu Holding et ils signent Mozgov. On a vu ce que ça a donné. Donc, ça peut être l'incroyable kit ou double des Knicks. Rien que pour ça, l'intersaison 2019 va être fascinante. Elle va être absolument fascinante. Et puis du côté des Mavs, on est en temporisation. On est en temporisation en se disant, ok, on va décaler nos ambitions de renforcement en externe d'une année. On va les décaler à l'été 2020 et on va tout miser sur un duo Portzy-Doncic. Nul doute que les deux vont bien s'entendre et qui peuvent être complètement en complémentarité sur le terrain. Donc ça va être à suivre. Par contre, il faut que ça marche, parce que du coup, les marges de manœuvre de Dallas deviennent assez minces. Barnes et Hardaway ne vont pas être des très très grosses monnaies d'échange s'ils veulent encore les rééchanger dans un an. À côté de ça, on n'a pas vraiment de tour de draft maintenant pour se renforcer si ça marche pas. Donc, ce pari Portzy, ce pari Doncic, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de faire grand chose avant l'été 2020. Donc, un nouveau process aussi se met en place du côté des Mavs. Les Mavs qui, bien entendu, vont tout faire pour très très rapidement proposer à Portzy une extension et le sécuriser sur les 4 ou 5 prochaines années s'ils en font un designated rookie. Et à contrario, côté Mavs, un scénario où Portzy ne voudrait pas s'engager et préférait prendre une qualifying offer donc sur 2019-2020, donc c'est-à-dire une 5e année de contrat qui lui permet de redevenir free agent à l'été 2020 et signer où il veut. Ça serait un scénario pas forcément idéal, parce qu'il y aurait le risque de perdre Portzy contre rien, et ça anéantirait un petit peu tout ce qu'on est en train de mettre en place maintenant. Donc, nul doute que du côté des Mavs, du côté de Mark Cuban et dans l'entourage de Portzy, on va faire le forcing pour que soit signé un deal, une extension, vraisemblablement au contrat max, pour sécuriser tout ça dans la durée, et qu'on va pouvoir après sereinement rentrer dans un process avec le Big Two, le Big Two européen du côté de Dallas. Ça sera intéressant à suivre. Ça sera vraiment intéressant à suivre. D'ici là, on va peut-être se calmer. Moi, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de pas tout le temps réagir à chaud et prendre un petit peu de recul pour débriefer toutes ces séquences avec un minimum de réflexion. Allez, je vais me coucher. Bon match à tous.